Et salut Théo, bon bah ravi de te rencontrer aujourd'hui, j'espère que tu es en pleine forme. Bah, je te remercie, merci à toi, Brice. Ouais, je suis en pleine forme, ça va très très bien. On va pouvoir passer un petit moment ensemble à échanger, ça va être sympa. Assez génial, ouais, ça fait un petit moment maintenant qu'on se suit, qu'on a échangé ensemble et c'était l'occasion de pouvoir vraiment échanger un petit peu plus et puis faire profiter de ce que tu mets en place, que je mets un petit peu en place. Donc c'est vrai que ça peut être très sympa et en donner un petit peu plus aux gens qui nous suivent. Pour toi aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais au quotidien, mais aussi la partie formation qu'on abordera peut-être dans un second temps? Ouais, avec grand plaisir. Alors moi, je m'appelle Théo Kerlier, donc j'ai 26 ans. Je suis dans l'immobilier depuis, on va dire, 7 à 8 ans officiellement, mais je m'y intéresse depuis quand même une petite dizaine d'années. J'étais assez précoce à m'intéresser à ce sujet-là, et c'est devenu rapidement une passion, tant par la longévité, parce que forcément l'immobilier, c'est quand même un milieu qui est relativement durable dans le temps. On a toujours dit, voilà, la pierre, c'est intéressant. Mais aussi par la diversité qu'offre l'investissement. Donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressé assez rapidement et j'ai été pris de passion en fait par l'immobilier. Et donc là, ça fait plusieurs années maintenant, à force voilà, de se former, d'échanger avec quand même pas mal de monde, de se créer aussi son réseau, que je suis donc assistant à maître d'ouvrage d'un côté, donc toute la partie travaux de rénovation, et j'ai un programme d'accompagnement là sur la partie donc rénovation aussi, mais là où les gens veulent vraiment gérer leurs travaux. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner donc de la budgétisation jusqu'à la réception d'un chantier et que ça se passe bien sur l'ensemble des étapes, quoi. Ok, ouais, c'est cool. Donc, ça fait déjà 7 8 ans que tu es dedans, dans l'immobilier. Donc, tu as commencé tôt, comme tu le dis. C'est vrai que toutes les personnes à 17 18 ans ne se lancent pas spécialement tout de suite dans Non, non, c'est sûr, l'immobilier. ouais. C'est plutôt c'est quelque chose un peu plus tardif. Les gens viennent Mm. plutôt vers 25 30 ans dedans et plutôt pour une résidence principale, Ouais. plus que s'y intéresser et s'y investir personnellement. Donc oui, alors tu es assistant de maître d'œuvre, donc ce qu'on dit souvent dans le métier AMO. Ouais, Euh, c'est ça. et donc là, depuis combien de temps tu fais ça? Alors, l'activité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, on va dire que officiellement, avec ma propre structure, je le fais depuis 3 ans, mais voilà, j'ai accompagné certains amis aussi, on va dire comme ça, voilà, en off, et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi pas en faire aussi une activité principale, parce que non seulement voilà, c'est quelque chose qui me plaisait, l'attrait aussi aux travaux de rénovation que j'avais faisait en sorte aussi que voilà, je pouvais le partager aussi avec un maximum d'engouement. Et donc, naturellement, ça s'est offert à moi de cette façon-là. Et donc, voilà, actuellement, c'est ce que je fais dans ma région. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, je suis dans le nord de la France, moi. Ouais. Valenciennes, Lille, voilà, tous ces coins-là. Donc là, en tant qu'assistant maître d'ouvrage, tu accompagnes les gens lors de leurs travaux, parce que c'est vrai que quand on entreprend des travaux, c'est pas toujours évident, les gens ne sont pas toujours disponibles, et suivre en même temps tout un chantier, c'est un planning, c'est aussi une coordination à faire entre les différents corps de métier qui vont intervenir. Donc toi, tu vas vraiment t'occuper de toute cette partie, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça exactement. Tu as tout bien résumé. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu les peurs qui viennent se greffer un petit peu à l'investissement immobilier, comme tu l'as dit, on a toujours tendance à se dire que voilà, c'est un métier où il faut être un peu plus âgé, avoir plus d'expérience aussi. Et donc se former, ça reste continu. Mais c'est vrai que les deux grandes peurs, au final, on se rend compte que c'est aussi des croyances. Les travaux, la fiscalité, toutes ces choses-là qui font que voilà, avoir une bonne fiscalité, avoir une bonne gestion des travaux de rénovation, fait en sorte aussi que tu fais un bon investissement, que tu deviens rentable, tu peux enchaîner. Donc, il y a quand même un effet de levier qui est important. Et donc, au travers de ça, je me suis rendu compte que je pouvais aussi accompagner autant du début avec la partie budgétisation, qui est un frein aussi majeur dans les travaux de rénovation quand on rentre plus en détail, mais aussi la recherche des artisans, par exemple. Et donc, moi, le but, c'est vraiment de faire l'intermédiaire au travers de cette activité-là et donc de pouvoir les aider déjà voilà, en leur mettant à disposition des artisans que je connais du secteur, que j'ai pu tester. Donc, c'est un gain de temps, mais aussi un gain d'argent parce que voilà, je peux les aider aussi sur la partie budgétisation, la tarification et pouvoir leur dire, voilà, là, on est plutôt sur des fourchettes hautes, fourchettes basses et en fonction de leur budget, rester dans une rentabilité qui était recherchée au départ du projet, quoi. Parce que toi, principalement, dans cette partie-là, tu interviens plutôt pour des gens qui vont être sur une
résidence principale, une résidence secondaire, locative, l'investissement locatif? Bah, ça va être plus. Alors, j'ai quand même une variété de profils, on va dire, mais majoritairement, j'ai quand même de l'investisseur locatif qui n'est pas forcément du secteur. Je pense, voilà, je vais te donner un exemple parmi tant d'autres, hein. J'ai beaucoup de Parisiens où, voilà, moi, par chez moi, pour 500 000 euros, on a un immeuble de rapport de 5-6 lots. Par chez eux, on a un appartement, tu vois. Et donc, forcément, ça devient intéressant de venir investir ici. Et donc, naturellement, ils cherchent quelqu'un sur place, voilà, en qui ils peuvent avoir confiance et qui peut aussi leur permettre de gagner du temps. Et donc, de cette manière-là, naturellement, la collaboration se fait. C'est vrai que j'aime bien travailler en collaboration et pas trop en tant que client, investisseur. Moi, le but, c'est que voilà, je suis sur leur projet avec eux. Et le but, moi, c'est que ça se passe bien, hein. Je suis et les accompagne sur leur projet comme si c'était le mien. Donc, c'est important aussi, ça. Ouais, c'est très important. Et puis, c'est un travail main dans la main, puisque là, tu vas être l'intermédiaire Ouais, entre c'est ça, les exactement. travaux et eux. Et ce qui fait que le bon suivi des travaux Mm. se réalisera grâce à toi. Et c'est vrai que toute la partie, on va dire, où tu vas avoir des inconvénients parce que tel corps de métier dit bah non, il faut que lui il passe d'abord, etc., etc. C'est toi qui vas prendre un peu tout le stress. Et comme ça, le client, lui, n'a pas à le prendre, et d'autant plus qu'il est loin à certains C'est ça. moments. Donc, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai, comme moi, c'est pareil, je suis dans une autre région qui est aussi assez onéreuse, donc sur Annecy. L'investissement locatif est moins intéressant pour une rentabilité, on va dire, sur le moment. Après, nous, c'est plus du patrimonial, comme quelqu'un qui serait peut-être sur Paris. Mais toi, avoir une rentabilité brute sera beaucoup plus conséquente. Par chez toi, la rentabilité brute moyenne se situe à combien, si tu en as un peu l'idée? Tu parles sur Investissement locatif. la rentabilité. Alors, tout va dépendre en fait, parce que c'est toujours la même chose. On a différentes typologies de Ouais. travaux qui ont plus ou moins leur complexité. Si je te parle vraiment de rénover un appartement, on va quand même amener du cachet et donc aller chercher une rentabilité. De toute façon, c'est un petit peu la loi des nombres, hein. Plus tu vas acheter en gros, plus voilà, tu vas commencer à dégager de la rentabilité. Mais si je dois te donner vraiment sur des travaux, on va dire communs, qui peuvent se faire un petit peu partout en France, où on vient vraiment bien rénover un bien, voilà, pas une rénovation lourde, mais une rénovation moyenne, on Mm. va osciller entre 7 à 10%, ouais, 7 à 10%, en fonction, je te dis, de la typologie du bien que tu as. Après, Ouais. si tu commences à rentrer sur de la division de l'eau, etc., là, tu peux commencer à dégager 12 à 15%, ça peut être une possibilité. Et après, c'est toujours la même chose. On a la partie travaux. Il y a aussi à quel prix on l'achète, hein. La bonne affaire se crée là aussi, hein, Oui, euh, à ce niveau-là. complètement. C'est vrai que de toute manière, acheter un seul lot, donc un appartement, sera beaucoup moins intéressant qu'acheter un immeuble de rapport, comme tu le Non, je suis disais, avec d'accord, ouais, c'est plusieurs lots. certain. Tu divises d'autant plus les différents frais. Tu en es en plus en monopropriété en règle générale, donc c'est toi qui gères un petit peu tout le reste. Il n'y a pas de copropriété, donc c'est toi qui décides ce que tu veux mettre en place. Donc c'est un gros point fort aussi. Et c'est vrai que la rentabilité, bah, comme tu le dis, elle va être peut-être à 7% brut, jusqu'à 10, 12, 15% brut, ce qui ne se fera pas en région parisienne ou peut-être Un d'autres. peu plus complexe, on va dire, ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un point fort chez vous d'avoir ce type de produit aujourd'hui, et donc de pouvoir faire appel à toi. C'est vrai que sur la rénovation, en termes de travaux, donc c'est vrai que tu disais une rénovation moyenne, une rénovation lourde ou un rafraîchissement. En termes de coût, donner un prix au mètre carré, est-ce que tu pourrais nous donner un prix au mètre carré en fonction des trois types de rafraîchissement, rénovation, ce que tu pourrais proposer? Ouais, bah écoute, en fait, moi, en règle générale, de toute façon, c'est ce que je préconise en général aux investisseurs quand ils commencent à, voilà, à venir vers moi, c'est de quelle manière on budgétise pour déjà pouvoir faire une offre, parce que c'est vrai que budgétiser précisément, ça prend quand même un petit peu de temps pour vraiment aussi en fonction de ses choix. Donc on peut perdre vite du temps parce que finalement la rentabilité n'est pas forcément bonne avec le chiffrage qu'on va faire. Donc moi, c'est vrai que je préconise de cette manière-là de faire un chiffrage au mètre carré. Mm. Et moi, je le regroupe en général sur 5 modes de chiffrage. On va partir du rafraîchissement où là, vraiment, il va y avoir que voilà, des coups de peinture, Mm. rénover une petite cuisine. Voilà, c'est vraiment un petit rafraîchissement. Là, on va être entre 200 et 350 euros du mètre carré. Donc, ça reste cohérent, c'est les chiffres que je peux voir. Après, on va rentrer sur des rénovations un peu plus moyennes où là, on va osciller vraiment, on va commencer à refaire un petit peu plus la salle de bain, changer la cuisine, refaire les sols. Là, on peut osciller entre 500 et 600 euros du mètre carré.
Après une troisième rénovation, où là, on arrive sur des rénovations plus lourdes, on commence à ouvrir un petit peu les murs, on commence vraiment à replaquer tout, isoler, rénover un peu thermiquement pour remonter dans le DPE, refaire la salle de bain, les peintures, les sols. Et là, on va arriver sur des chiffrages qui vont arriver entre 800 et 1000 euros. Et après la dernière rénovation, là où vraiment on va vraiment refaire de A à Z, on repart sur un plateau nu où on refait toutes les canalisations, toute l'électricité, vraiment tout complet. Là, on va commencer à arriver entre 1000 et 1200 euros du mètre carré où vraiment on va avoir quelque chose de correct. Et après la cinquième, en général, ce que je fais, c'est que c'est pour les rénovations d'immeubles où là, on va vraiment refaire l'intégralité de l'ouvrage, donc de la toiture, du sol au plafond, vraiment, où là, on va arriver sur du 1400, 1500 euros du mètre carré. Et en général, quand on vient détailler, on va pouvoir peut-être être en dessous de ces fourchettes-là, mais le fait d'avoir ce chiffrage grossier et on arrive à dégager de la rentabilité avec ce chiffrage grossier, on se rend compte que derrière, on est cohérent quand on va venir détailler le budget de travaux, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est vrai que c'est marrant ce que tu me donnes comme chiffre. C'est un petit peu différent de ce que j'ai par chez moi. Les prix sont plus élevés quand on refait à peu près la même découpe. Nous, la main-d'œuvre est relativement onéreuse. Sur Annecy, on a la frontière suisse pas loin. Donc, ce qui fait que tout de suite, on upgrade, on upgrade un peu tout. Bon, la valeur foncière, de toute manière, des biens est déjà tout de suite plus élevée. Donc, les moyens sont plus les mêmes. Mais c'est vrai que, comme quoi déjà, les prix des biens par chez toi sont moins chers. Et en plus de ça, la main-d'œuvre l'est aussi. Donc, c'est d'autant plus gagnant de passer par chez toi. Non, bah, c'est vrai qu'en fait, c'est ce que je me dis à chaque fois. J'ai essayé de comparer un petit peu, tu vois, de ce qui se fait un petit peu dans les autres régions, notamment du côté de chez toi, où il y a la frontière suisse, où tu as les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille. Ouais. J'ai quelques contacts là-bas et je me rends compte que même en intégrant mes frais dans ma région, on reste encore nettement en dessous que si on gérait nos travaux nous-mêmes dans des grosses métropoles comme ça. Bah, après, c'est vrai, comme tu le dis, il y a des différences de main-d'œuvre. Pareil, le prix des fournitures, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les grandes métropoles. Moi, par chez moi, tu vois, il y a aussi Lille, où là, c'est pareil, ça commence à ressembler un petit peu à la région parisienne ou à des grosses villes ou des frontaliers suisses, où ça commence à être élevé au niveau fourniture. Et tu peux avoir des hausses de 10 à 20%, tu vois, sur la fourniture. Et après, la main-d'œuvre, forcément, vient se greffer à ça. Et après, il y a toute la partie accessibilité. Tu as les parkings qui sont payants, donc ça doit venir s'imputer dans les devis. Il y a tout un tas de choses qui fait que les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a une telle différence. Mais naturellement, c'est ce qui fait aussi le prix du foncier haut, la main-d'œuvre plus chère, la fourniture plus chère. On arrive facilement sur des hausses de 30 à 40% sur les devis, hein. C'est assez fou, mais c'est la réalité du marché actuellement. Et encore pire là, avec les crises qu'on a eues ces dernières années, où tu te rends compte que ça fait que creuser en fait cette différence, quoi. Ah, complètement, ouais. C'est vrai que ne serait-ce que une location pour l'entreprise avec son stock, tout, va coûter beaucoup plus cher par chez moi que par chez toi, puisque déjà la valeur foncière est beaucoup plus élevée, donc la location l'est beaucoup plus, et ce qui fait qu'automatiquement, la rentabilité, il faut la répercuter sur le prix des matériaux, sur le prix, qui fait que ça augmente très très rapidement, en tout cas les chiffres chez nous. Ouais, ben non, mais ouais, malheureusement c'est comme ça. Il faut aussi que les artisans puissent vivre, hein, parce que s'ils tirent leur prix vers le bas, à un moment les entreprises ferment parce qu'ils peuvent pas assumer aussi les coûts qu'ils ont, donc et qui peuvent avoir dans leur entreprise. Donc j'ai envie de te dire, c'est normal, hein, c'est l'économie qui va de cette façon-là et qui fonctionne de cette façon-là en fonction des régions, et ça a toujours été comme ça. C'est juste que voilà, comme je te dis, il y a eu un grand écart qui s'est fait petit à petit, quoi, on va dire. Donc, par la même occasion, là, on parlait donc de ton métier et en gros, tu vas aussi solliciter de nombreux artisans. Donc, ça fait un petit peu courtier, ou est-ce que tu n'as pas cette casquette-là en tant que courtier, mais tu vas plutôt chercher des artisans qui sont proches, que tu connais, avec lesquels tu travailles souvent? C'est vrai que j'ai une casquette un petit peu de courtage aussi, parce qu'il y a des investisseurs qui veulent gérer quand même leur projet, même s'ils sont à distance, tu vois. Et il s'avère que les devis, ils veulent pas forcément, parce que c'est une des étapes qui est quand même assez chronophage, parce que des fois, il faut revoir un petit peu les devis, il faut les analyser, discuter avec les artisans, revoir un petit peu les choix de fourniture. Donc, c'est vrai que moi, des fois, ça m'arrive de faire juste du courtage, où je viens vraiment faire les devis, sélectionner les artisans et se rendre compte que voilà, ça peut aussi leur enlever une grosse épine du pied. Et il y en a qui prennent les deux, mais c'est assez rare en général. Et vraiment, ils prennent le suivi complet, où moi, vraiment, je vais les aider
à budgétiser, vraiment rechercher les artisans. Ils vont regarder les devis, me dire si c'est OK. Et donc, la partie courtage, en fait, est greffée dans la partie suivi. Mais c'est vrai que cette partie courtage est sortie un petit peu parfois, mais ça reste quand même minime. C'est pour ça que j'en parle pas ouvertement, parce que je le propose quand je vois que la situation le permet aussi, et ça pourrait les aider. Mais voilà, de cette façon-là, c'est une casquette que j'ai aussi, mais plus secondaire, on va dire. Ouais, donc tu travailles principalement, malgré tout, avec des artisans avec lesquels tu travailles régulièrement. Ouais, c'est ça, exactement. Alors moi, j'ai en général les équipes d'artisans que je mets en place. Je travaille très peu avec de l'entreprise tout travaux, mais beaucoup avec des entreprises spécialisées. Et en général, voilà, c'est des entreprises que j'ai pu faire en sorte qu'ils se rencontrent aussi au travers de différents chantiers, avec qui ça s'est bien passé. Donc, j'ai créé une petite équipe. Et en général, j'ai 2 à 3 équipes qui tournent comme ça, autant sur des électriciens, plombiers, des poseurs de sol, des peintres, des plaquistes. Voilà, vraiment, je divise vraiment tout ça. Dès que je vois qu'il y a vraiment une bonne atmosphère et une bonne entente entre l'ensemble des artisans, bah je sais que ça va être mon équipe qui va travailler toujours ensemble. Et je sais que voilà, il n'y aura pas de difficulté parce que voilà, ils se coordonnent bien, ça avance bien et ils savent communiquer aussi entre eux, c'est hyper important. Ouais, ça c'est chouette. Alors, juste avant de passer à une autre partie de notre échange, est-ce que tu pourrais nous dire, et comme ça permettra à certaines personnes qui ne sont pas habituées à faire des travaux, comment toi tu mets en place le planning, par quoi tu commences pour aller vers pour terminer, bien sûr, si tu avais donc un plateau technique et il fallait tout refaire de A à Z, ou par exemple, tu as un appartement, il faut que tu casses les murs, il faut que tu remettes des fenêtres, l'électricité, etc., etc. Comment toi, tu le ferais de manière générale? Par quoi tu commencerais et quels conseils tu donnerais à des personnes qui vont pouvoir nous regarder? Alors, écoute, pour cette partie-là, c'est vrai qu'en général, je vais le dire étape par étape. Là, si on part vraiment sur un plateau qu'on doit refaire, on imagine par exemple une rénovation énergétique où vraiment on est sur une passoire énergétique qu'on veut remonter. Déjà, en premier lieu, ça serait toute la partie budgétisation, c'est de savoir déjà à quel seuil de travaux, en fonction du prix d'achat qu'on va avoir, on va rester dans une bonne rentabilité ou au minimum à l'équilibre pour éviter de faire des efforts d'épargne, pour pouvoir aussi enchaîner, c'est toujours intéressant. En fonction de ça, voilà, je vais définir un budget et comme on l'a dit tout à l'heure, au début, c'est de venir faire une fourchette globale. Là, sur ce cas de figure-là, on va imaginer un appartement de 100 mètres carrés, imaginons, pour faire simple. On va arriver sur, voilà, si on rénove intégralement l'ensemble de l'appartement, on va avoir une fourchette globale à 100 000 euros. Imaginons vraiment, on refait tout complet. À partir de là, on va pouvoir se rendre compte qu'on a une bonne rentabilité, on l'achète à un prix d'achat qui est intéressant. Et donc, en fonction de là, on peut travailler sur cette fourchette et ce budget de travaux. Attends, excuse-moi. Et de ce fait, donc je te disais, donc sur la partie budgétisation, une fois sur la fourchette globale, on se rend compte que c'est cohérent. Là, on va pouvoir venir affiner et on va dire qu'en général, voilà, si on arrive à 10%, 10% en moins, on arrive sur un budget de 90 000 euros. Et donc ça, c'est notre fourchette pour avancer. Donc moi, en général, les investisseurs, voilà, on arrive sur cette fourchette-là. On choisit ensemble l'ensemble des fournitures et on se rend compte si le budget reste cohérent ou non. Et à partir de là, moi, sur des rénovations énergétiques, en général, ce que je préconise de faire, au lieu de se lancer un petit peu sur les préconisations que peuvent demander un DPE, c'est de faire un DPE projeté. DPE projeté, c'est vraiment, ça va te donner vraiment une ligne directrice, mais officiellement avec les calculs que tu vas mettre en place. Et donc, sur la partie de travaux, tout ce que tu as décidé de faire, le but, c'est de tester un petit peu ce qui est cohérent à mettre dans la rénovation et à quelle lettre tu vas pouvoir prétendre après travaux, tu vois. En fonction de ça, ça te permet non seulement de ne pas te jeter l'argent par les fenêtres et de pouvoir ensuite te dire, OK, ben, au lieu de rénover l'ensemble des murs, peut-être que je peux rénover que ces parties de murs-là sans qu'il y ait plus de pertes en termes de chaleur. Et donc, derrière, thermiquement, ça reste toujours intéressant et on a peut-être réduit la note de 1 000, 2 000 euros. Même si tu as un budget qui est relativement cohérent, ça te permet aussi de vraiment cibler précisément les travaux de rénovation. Et donc, en fonction de ça, tu as fait ton DPE projeté avec ton diagnostiqueur, tu as pu un petit peu faire le choix de ce que tu peux faire. Tu remontes à une lettre qui est cohérente. Imaginons, on va remonter en D. Et donc, à partir de là, derrière, on démarre vraiment la recherche des artisans. Et donc là, moi, en général, j'ai mon équipe que je mets sur le coup. On va venir budgétiser. On a un cahier des charges qui est établi avec le client. C'est hyper important, ça, dans la rénovation. J'ai trop d'investisseurs, moi, qui se lancent un petit peu comme ça, entre guillemets, à l'arrache. Tu vois, ils disent, on y va. Je fais confiance aux artisans. Il y a 2-3 mecs qui s'échangent à droite à gauche. Au final, on oublie plein de choses. Ça, non seulement ça évite un cahier des charges, ça évite les retards, ça évite aussi les litiges.
Et sur le long terme, derrière même à la réception, c'est toujours bien d'avoir un cahier des charges. De voilà, on s'est noté ça ensemble, on a acté ça ensemble. Et sur ce cahier des charges, voilà, c'est vraiment vos souhaits à 100%. Il faut le détailler un maximum, quitte à y passer 1 heure ou 2. Mais c'est hyper important, même pour le choix des fournitures, les références, vraiment avoir tout là-dedans. Ça vous aide aussi derrière. Même pour moi, ça m'aide aussi pour la réunion de début de chantier, tu vois. Et donc, une fois que ce cahier des charges est fait, moi, je peux avancer avec les artisans sur le budget, sur la partie devis. En fonction de ça, moi, les devis que je reçois en général, voilà, il y a des petites oscillations à faire, des petites ventilations des prix, et de voir un petit peu ce qu'on peut enlever, réduire un petit peu au niveau des prix, ça peut arriver aussi, pour rester dans des choses qui sont cohérentes non seulement pour l'artisan, mais aussi pour l'investisseur. Mais si le budget est bien fait au préalable et que derrière, au niveau des devis, on a des artisans qui savent détailler, qui ont un cahier des charges où l'ensemble des travaux sont dans le devis et qu'il n'y a aucun risque d'imprévu, pas d'imprévu, mais de travaux supplémentaires, déjà, c'est réduit de 90% que tu évites d'avoir des travaux supplémentaires. Et donc, en fonction de ça, on reçoit les devis. Les devis ont été évalués avec mon client. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'on les signe. Et là, à partir de là, on va arriver sur l'acte authentique et en parallèle de ça, on va prévoir un petit peu dans le planning le démarrage. Et en parallèle de ça, on demande aussi, en général, avec le propriétaire ou l'agence, de pouvoir accéder au bien avec l'ensemble des artisans et de déjà anticiper un petit peu le démarrage avec une réunion de début de chantier. Ça, en général, ça se fait quoi, 1 semaine avant l'acte authentique, tu vois. Et ça permet ensuite de s'orienter vers le début de chantier, où là, moi, en fait, j'ai des documents de coordination où vraiment j'ai une sorte de diagramme de Gantt où je vois un peu comment ça avance. Et on sait qu'on a des dates butoirs aussi pour chaque artisan. Chacun le signe. On est d'accord sur les délais. On prévoit toujours une petite marge en cas d'imprévu parce que ça peut arriver. Et en fonction de ça, derrière, moi, j'ai un passage qui est assez régulier, 2 fois par semaine, où je fais des comptes rendus à mon investisseur. Et voilà, le but, c'est que vraiment, ils ne sentent pas la distance entre les artisans et moi, et qu'ils se rendent compte aussi que lui, voilà, c'est comme s'il était sur place, tu vois. Et vraiment, il a un rapport détaillé à l'écrit, mais autant aussi sur le point de vue comptable, mais aussi le point de vue au niveau visuel avec des photos, des vidéos pour qu'il puisse avancer, quoi. Ouais. Et donc, voilà, une fois qu'on arrive tout doucement vers la fin du chantier, donc là, voilà, on prépare le procès-verbal de réception pour la fin de chantier. On s'assure aussi que tout soit bien terminé, qu'il n'y ait pas de réserve. Moi, en fonction de ça, en général, il y a quelques petites réserves. Donc, on arrive sur un procès-verbal de réception qui n'est pas forcément effectif à 100%. Une fois que c'est fait, on valide tout ça. Tout est OK pour l'investisseur, tout est OK pour moi. On signe ensemble. En général, c'est l'investisseur qui va signer. Et derrière, on arrive tout doucement sur la fin. Et après, les soldes sont payés. Et derrière, on peut enchaîner sur la location ou la revente en fonction de la méthode d'investissement. Alors après, voilà, je contracte, mais il y a toutes des étapes intermédiaires. Je pense aux artisans. Quand vraiment on démarre sur les artisans qu'on ne connaît pas, il y a tout un tas de documents à récupérer. En général, moi, ce que je récupère, c'est avec les assurances décennales qui sont hyper importantes. Moi, je pousse un peu plus au niveau des documents. Je dis toujours, il vaut mieux en demander plus que pas assez. Moi, je demande la documentation URSSAF à jour pour s'assurer qu'ils ne sont pas en liquidation ou qu'il n'y a pas de souci. Après, je fais toujours mon vigilance. Ouais, c'est ça exactement. En général, l'URSSAF le transmet, c'est indiqué leurs cotisations sont à jour et qu'il n'y a pas de souci. En général, ça c'est gage aussi de sérieux. Même si, voilà, attention, c'est pas parce qu'un artisan ne paie pas ses cotisations qu'il n'est pas sérieux. Des fois, là, il y a des complications, des difficultés, mais après, c'est qu'il puisse échanger en transparence avec nous aussi là-dessus. C'est important aussi par rapport à ça, ce que tu dis avec l'attestation de vigilance. Si à un moment, tu vois que l'artisan ne paye pas, alors bon, ça peut arriver une fois où il y a un problème de paiement, mais si il doit liquider son entreprise, tu deviens solidaire avec lui. Donc, ça fait partie des fois des paiements si réellement il n'y a pas la possibilité pour l'entreprise de payer. Donc, c'est pour ça que le fait de demander l'attestation de vigilance peut être un point primordial, ce que j'ai appris il y a peu de temps, et c'est vrai que c'est très, très important pour le coup. Bah c'est vrai que en fait tu te rends compte que il y a certains, alors c'est vraiment dans le cas extrême, mais tu as beaucoup d'artisans qui savent, voilà, qui à un moment ils vont devoir fermer, mais qui continuent de prendre des acomptes aussi un petit peu pour limiter la casse, et parfois ils disparaissent avec ton acompte. Moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est des choses qui arrivent de façon courante. C'est pour ça que si tu vérifies pas un petit peu tous les aspects de l'entreprise, bah, tu te rends compte que des fois il peut faire très bien devant toi et il peut être très sérieux.
Mais derrière, si voilà, ces documents-là, tu te rends compte qu'en fait, ça fait quelques mois qu'il ne paie plus ses cotisations, c'est qu'il y a quand même un petit attention à mettre au-dessus de sa tête. Et c'est pour ça qu'aussi pousser un petit peu plus les recherches, ça prend 10-15 minutes hein, derrière l'artisan, c'est une demande à faire. Alors après, il y a les délais administratifs qui fait qu'ils vont le recevoir peut-être sous une semaine, mais je préfère attendre une semaine. Ouais. Et pas de souci, tu vois, qu'ils partent avec un 30% d'acompte de mon client et que derrière, on ait des complications, tu vois. Ouais, Parce que c'est là, ça. c'est pas la même chose, quoi. On Et est donc, d'accord. voilà, c'est vrai que c'est un document qui est très peu demandé même par les investisseurs quand ils gèrent leurs travaux eux-mêmes. Mais moi, je martèle un petit peu là-dessus parce que pour moi, c'est vaut mieux, je te dis, en avoir plus de documents, s'assurer du sérieux que pas assez. Et donc, voilà, j'ai donc assurance décennale, le CABIS de moins de 3 mois aussi pour s'assurer que l'entreprise est toujours à jour. Et le dernier, c'est aussi, alors c'est un plus, mais on va dire que je m'en fie un petit peu secondairement, on va dire, c'est le relevé de sinistre pour Mmh. s'assurer qu'il n'y a pas eu de, voilà, s'il y a 10-15 sinistres, bon là, voilà, faut faire attention. Après, un sinistre, ça peut arriver, je dis pas qu'il faut pas de sinistre, hein. Moi, même l'ensemble de mes artisans, voilà, quand tu regardes les assurances décennales, ils ont eu au moins un sinistre. Alors, des fois, c'est vraiment par mégarde, voilà, quelque chose qui tombe à un moment où on se rend compte qu'ils ont obligé de serrer un truc, il y a un dégât des eaux qui se crée, et puis voilà, terminé. Mais c'est un truc que je demande en plus de l'assurance décennale, et pareil, ça, les artisans ont juste à le demander à leur assureur. Et ils vont recevoir ça assez régulièrement. Alors, il y a des artisans qui ne veulent pas le transmettre. Mais moi, j'ai toujours poussé un peu plus avec l'artisan et lui expliquer pourquoi aussi. C'est pour sécuriser. Et ça n'enlève en rien. C'est pas parce qu'ils ont un sinistre que ça doit être un gros attention et ne pas le prendre, quoi. Moi, je te dis, l'ensemble des artisans que j'ai là, il y en a, ouais, on va dire 90% qui ont eu un ou deux sinistres. Et après, voilà, ils l'ont géré et ça arrive. Ça fait partie du métier aussi, tu vois. C'est pour ça qu'on a des assurances, c'est pour ça qu'il y a des choses qui se font et Ah oui, on ne peut exactement. pas toujours tout maîtriser. Après, c'est l'entreprise. S'il y a plusieurs salariés dans l'entreprise, ça peut être malheureusement un moment où il y a eu une personne qui était un peu moins vigilante. C'est ça, oui. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et c'est pour ça que le fait de leur demander fait partie intégrante de la sécurité de ce que tu vas pouvoir mettre en place au quotidien. Non, je suis d'accord avec toi à 100%, c'est exactement ça. Et ça, comme tu dis, c'est des fois un écart de vigilance et ça arrive, et c'est comme ça. Et en plus, j'ai envie de te dire aussi, l'assurance là-dedans, la décennale, elle est hyper importante, même autant pour les petits travaux, hein, même si voilà, l'assurance décennale ne prendra pas forcément en compte des travaux de peinture qui vont être mal faits ou autres. Mais ça prouve aussi la crédibilité et le sérieux aussi de l'entreprise. Parce que un artisan qui démarre et qui assume l'ensemble des responsabilités sur ses épaules, ouais, ça peut être compliqué, quoi, parce que là, on n'est pas sur des petits chiffres de litige, hein. Ça peut arriver à 5-6 chiffres assez rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va très Mm. très vite. Non, mais c'est clair. Exactement. Bon, bah top. Donc là, c'est la partie, on va dire, présentielle que tu vas faire au quotidien. Et donc, tu fais aussi une partie formation. Ouais, exactement. Alors, la partie formation est beaucoup plus récente. Donc là, je suis beaucoup sur Instagram pour développer ça aussi et pour commencer à créer un petit peu plus de visibilité. Et en fait, je me suis rendu compte et je me suis rendu compte avec certains clients qu'il y en avait beaucoup qui voulaient quand même apprendre à gérer leur rénovation. Mais malheureusement, dans mon activité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, moi, je le fais un petit peu pour eux aussi, même s'ils ont quand même des actions à faire, les signatures de devis, les vérifications aussi des devis s'ils ils souhaitent le faire. Ils sont quand même aussi dans l'action aussi sur leur projet. Mais il y en a certains vraiment qui souhaitent apprendre parce que voilà, le but derrière, moi, sur l'assistant à maîtrise d'ouvrage, certes, c'est des gens qui ont moins le temps en général, qui veulent pas forcément gérer, pas s'embêter, mais j'en ai beaucoup. Et moi, je pense que c'est encore plus galvanisant pour moi, et c'est ce qui me motive encore un peu plus, c'est de pouvoir apprendre aussi à des investisseurs, de pouvoir le faire et de pouvoir le développer ensuite sur plusieurs autres projets sans avoir besoin de moi, tu vois. Et donc, je suis parti de ce constat-là, que voilà, quel format pouvait être adapté à ce type d'activité et pouvoir le faire à distance aussi. Et donc, j'ai créé mon programme d'accompagnement. Donc, c'est pas vraiment une formation, c'est même pas du tout une formation, on va dire, où vraiment là, c'est vraiment un accompagnement personnalisé sur 6 mois. Où je les accompagne sur les mêmes étapes que je les accompagne mes clients sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais vraiment à apprendre tous mes process que je mets en place,
de quelle manière je sélectionne les artisans, de quelle manière je budgétise, quels outils j'utilise aussi pour les budgets, comment je suis mon chantier. Et toutes ces choses-là font que derrière, j'ai un programme complet qui s'est créé avec une base formation donc en e-learning, pardon, et tous mes documents qui viennent graviter autour, avec des rendez-vous aussi hebdomadaires où vraiment on fait un point de constat où ils en sont, quelles actions à mettre en place. Et le but, moi, c'est vraiment que je les prenne main dans la main, donc du début du projet, donc à la recherche du bien, achat du bien et analyse du bien, jusqu'à la réception de leur chantier où tout est OK, et où soit ils vont revendre, soit ils vont garder, voilà, toutes ces choses-là. Ouais, donc c'est très complet. Donc, tu as tout un écosystème qui permet pour eux de faire un suivi de chantier de A à Z, tout en calculant en même temps leur rentabilité, en calculant le coût des travaux, tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir se dire est-ce que j'y vais ou pas sur cet investissement. C'est ça, exactement. Après, moi, dans l'accompagnement, ce que je fais aussi, c'est OK, on est ensemble, on est à deux pour avancer sur votre projet. Je vais vous apprendre aussi de quelle manière je travaille. Après, voilà, vous allez avoir votre organisation, vous avez le process et la colonne vertébrale de votre projet. Mais derrière, voilà, on définit aussi leurs objectifs. Et moi, je viens aussi un petit peu m'adapter à ce qu'ils recherchent, parce qu'il y en a certains qui vont faire du patrimoine, tu vois, par exemple, où ils vont vouloir mettre beaucoup plus de rénovation. Et j'ai certains investisseurs qui vont plus à, voilà, on va limiter les coûts pour gagner en rentabilité. Donc, ça reste deux objectifs différents. Donc, je sais m'adapter parce que j'ai déjà eu les deux investisseurs en assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, je connais leurs problématiques, je connais leurs besoins. Et moi, le but, voilà, c'est que l'accompagnement, il soit aussi personnalisé à leur approche, même si, comme je te dis, il y a tout de même une colonne vertébrale qui reste prédominante là-dedans, quoi. Et toi, dans l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui, c'est des gens qui sont un petit peu partout en France, ou même peut-être à l'étranger? Bah écoute, c'est un petit peu dans la même dynamique que l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Tu vois, là, je suis en train de discuter avec pas mal de monde qui ont porté un intérêt un petit peu à se faire accompagner là prochainement. J'en ai autant dans le Morbihan, dans la banlieue lyonnaise, j'en ai aussi dans mon secteur du côté de Lille, tu vois. Et après, voilà, j'ai des personnes dans mon secteur aussi, des agents immobiliers, des courtiers qui m'en envoient aussi dans le secteur par ici. Donc, ça arrive aussi. Et là, je commence à en avoir du côté de Bordeaux. Donc, ça reste quand même assez diversifié au niveau national. Mais après, avec forcément leur complexité, parce qu'ils sont dans des régions différentes. Donc, il y a des questions, quand je parlais tout à l'heure, des budgets qui sont à vérifier. J'ai aussi du particulier et de l'investisseur. Donc, pareil, en fonction de leurs envies, leurs exigences. Donc, ça va forcément aussi sortir dans le budget, mais aussi dans le suivi, parce que un investisseur qui va suivre un chantier pour le mettre en location, par exemple, et un investisseur qui va suivre son projet, il y a le côté affect qui rentre. Donc, il y a tout un tas aussi, un côté psychique aussi à prendre en compte. Et donc, c'est important aussi qu'ils puissent se rendre compte que derrière, que ce soit pour eux ou que ce soit pour de l'investissement, pour des futurs locataires ou pour une potentielle revente, par exemple, en fonction de la stratégie d'investissement, il y a un fil conducteur à suivre et toute cette partie affect est à gérer aussi et est super importante parce que ça peut vite partir en cacahuète si c'est mal géré, tu vois. Oui, non, c'est clair, complètement. Et puis, c'est vrai, comme tu le dis, vu que chaque région a des paramètres complètement différents, que ce soit voilà, le prix carrément du bien qui est plus cher, le prix de la main-d'œuvre, de pouvoir définir et connaître les bons artisans dans le coin, c'est pas toujours évident. Donc, peut-être encore plus de recherche quand les gens ne sont pas du coin par rapport à chez toi, que quand tu as déjà une connaissance bien approfondie de ton secteur, qui est quand même beaucoup plus facile pour toi. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. En plus de ça, je pense que l'accompagnement se fait surtout sur des premiers projets. Et c'est encore plus de stress pour eux. Et moi, c'est vrai que quand je fais moi mon calcul pour moi, quand je suis en tant que marchand de biens, je mets toujours une marge de 10% financière. On ne sait jamais parce que il va y avoir des imprévus qui vont être là, parce que dans le mur, on n'avait pas vu qu'il allait y avoir ça, parce qu'il y a eu telle ou telle chose, ou des choses qu'on ne maîtrisait pas au démarrage. Et c'est vrai qu'au moins déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on partait sur 100 000, mais on arrive à économiser 10%, donc on arrive à 90 000. Mais peut-être que derrière, se dire, c'est 10 000 qu'on a réussi à récupérer d'un côté, c'est peut-être aussi la petite marge qu'on va avoir
d'erreurs lors des travaux, parce qu'il va y avoir peut-être encore des petits trucs qui vont se faire et on s'y attendait pas. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les imprévus, ça, c'est un petit peu la bête noire aussi des investisseurs. Et comme tu dis, c'est hyper important d'avoir ce delta. De même 10 mois, 5-10%, c'est en général les chiffres qu'on va retrouver un petit peu pour se garantir un petit matelas de sécurité, hein. Parce que comme tu dis, si on est vraiment tout juste à chaque fois sur les travaux, il suffit, tu sais, regarde, par exemple, on n'a pas chiffré. Je prends l'exemple à chaque fois, cet exemple, parce que il est hyper parlant. J'ai accompagné un investisseur il y a très peu de temps. Là, on a rénové trois lots, 4 lots. Et donc, il y avait 2 lots de loués et 2 lots à rénover. Et malheureusement, heureusement, parce qu'il a pu le rénover, donc il a pu augmenter un petit peu le loyer, l'investisseur. Donc, le 3e lot devait être rénové sous 5 ans, parce qu'il devait sortir, voilà, entre 3 et 5 ans, il voulait correcter ce nombre d'années. Finalement, monsieur est parti, le locataire, et l'investisseur n'avait pas forcément chiffré les travaux à l'instant T pour cette partie-là. Donc, c'était sa stratégie. Bon, après, voilà, il n'y avait pas de souci. Moi, je m'adaptais aussi. Et vu que ce monsieur est sorti, le budget qu'il avait prévu était très juste pour les appartements. On a réussi à tout caler dedans et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'imprévu plus que ça. Il lui restait un petit 2 000 €, il me semble. Et finalement, voilà, il a dû rénover le dernier appartement et il n'avait pas forcément le budget pour le rénover. Donc, il a dû allonger un peu plus le crédit, donc perte de rentabilité. Et forcément, les taux n'étaient pas les mêmes à ce moment-là. Donc, ça a fait que baisser sa rentabilité. Je pense qu'il n'a pas eu 3 à 4% de rentabilité, tu vois, en rénovant l'appartement, parce qu'il n'avait pas forcément prévu dans le premier crédit son budget de travaux. Et s'il avait pris ce 10% de supplément ou peut-être allongé pour son appartement de supplémentaire, ben, il aurait pu peut-être garder cette rentabilité-là. Et sur quelques années, c'est quelques milliers d'euros, quoi, tu vois. Bah, ça va vite, hein, sur beaucoup de paramètres. Quand tu regardes chaque élément, quelques petites modifications peuvent soit te faire gagner ou perdre. Et c'est vrai qu'en locatif, on essaye toujours de se dire ouais, c'est top ce que j'ai fait, mais il faut faire attention entre ce que tu réalises, ce pourquoi c'est fait et l'argent que tu vas y mettre dedans, parce que ça peut être très très beau et c'est génial et c'est un super investissement locatif, mais si tu as mis 30 000 de plus que ce que tu aurais pu mettre réellement, bah, c'est de la marge sur laquelle tu vas rogner. Non, mais c'est ça exactement. C'est pour ça que l'investisseur doit avoir une rénovation stratégique et qui vont augmenter la valeur aussi de son bien, mais en restant dans une, comment dire, dans une dynamique où de se dire, voilà, je fais ces travaux-là, que je fasse plus, ça va pas faire augmenter mon loyer ou ça va pas créer de valeur supplémentaire. Donc, ok, je reste à ce niveau d'exigence et je viens pas osciller, hein. Moi, j'en ai énormément qui mettent énormément de cœur, qui veulent faire les choses bien. Et je dis, mais c'est hyper louable. D'un sens, je peux comprendre que de mettre de l'affect, mais je dis, vous n'allez pas y gagner. Mis à part pour, on va dire, pour vous, vous allez dire, ok, c'est bien, votre amour propre, vous allez dire, ouais, j'ai fait quelque chose de bien. Franchement, c'est super. Mais le locataire, lui, il s'en fiche, hein, qu'il se soit un peu moins haut de gamme, on va dire, mais que ça soit tout aussi fonctionnel et confortable. Il n'y a aucun souci, quoi. Faut le faire. C'est pour ça qu'il faut avoir une rénovation pour moi stratégique. Ça reste quand même comment dire, je trouve pas le mot, mais de pouvoir vraiment arbitrer. Voilà, c'est ça, l'arbitrage aussi de la rénovation. C'est hyper important. Tout est arbitrage de toute manière, c'est savoir jusqu'à quel niveau il faut aller. Donc, il faut que ce soit qualitatif, confortable et tout à fait cohérent pour de la location, pour se dire, bah, est-ce que si moi, je venais y habiter, j'y serais bien ou pas? Et juste ça, je pense que ça suffit amplement. Il ne faut jamais aller trop au-dessus parce que sinon… C'est ça, mais je suis d'accord avec toi à 100%. C'est souvent peut-être la première fois où tu te dis, allez, je mets tout ce que j'ai. Non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est ce genre d'investisseurs qui vont mettre beaucoup de cœur au départ. Et après, ils se rendent compte qu'au final, ils vont faire d'efforts d'épargne en voulant mettre trop. Et ils disent, bah, le prochain, je ferai attention. Moi, j'en ai plusieurs que j'ai retrouvés après sur d'autres projets. Bah, c'était le jour et la nuit, hein, entre le premier investissement et le deuxième, tu vois. Donc, je me suis rendu compte qu'ils avaient compris. Après, moi, le but, c'est de sensibiliser. Moi, je leur impose pas forcément. Mais moi, je suis là en devoir de conseil. Donc, je me dois de leur dire, là, honnêtement, à votre place, je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. Après, libre à vous. Mais quand on fait les calculs de rentabilité, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas forcément de loyer de 100 € de plus parce qu'on a mis une baignoire ovale sur pied. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça hein, qui est dingue, mais malheureusement, tu peux vite gagner quelques pourcentages de rentabilité en faisant une rénovation, je te dis, voilà, standard, mais qui va être confortable, sain et voilà, sécuritaire. C'est ce qu'ils recherchent les locataires, hein. Moi-même, je suis locataire, tu vois, et j'ai un logement qui n'est pas parfait au niveau finition sur les murs, etc. Mais voilà, après, on l'a décoré à notre goût pour l'instant, et on y est très bien, tu vois, on y est très bien. Oui, après, c'est surtout, je pense aussi pour le propriétaire de se rassurer. J'ai fait un truc bien C'est ça, oui. et je voulais pas me planter. Mais le fait d'être accompagné par tes soins permet aussi d'avoir quelqu'un qui va pouvoir échanger et dire, OK, est-ce que réellement j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais pas un peu trop loin? Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et le fait de pouvoir conseiller va peut-être aussi te faire redescendre la personne et se dire, OK, bah, peut-être que je vais un peu trop loin et ces conseils sont très importants avec l'expérience que tu en as en plus. Dire, bah voilà, aujourd'hui, si on fait ça, c'est très bien, tout le monde sera très satisfait et ce sera mieux que 90 ou 95% des logements qui sont en location. Mais non, mais c'est ça, exactement. Mais c'est ça le pire, c'est que même en faisant les choses de façon très standard, on va dire, mais classique, ça fait totalement l'affaire. Et Mm, les locataires en sont très contents. Mais tu vois, tu dis ça, ça me fait sourire parce que je l'ai vécu avec un investisseur avec qui ça s'est pas forcément excellemment bien passé parce que ils n'acceptaient pas forcément que je puisse les conseiller là-dessus. Mais ils étaient vraiment dans leur idée de je fais quelque chose de très très bien, très haut de gamme dans les fournitures, etc. Et voilà, je leur ai dit, je leur ai fait un tableau comparatif, je leur ai montré un petit peu. Je dis là, vous allez perdre énormément de rentabilité. Non, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche la rentabilité. Et c'est vrai qu'on en est venu à voilà à un petit peu rompre la communication à ce niveau-là. Bon, le projet s'est bien terminé, mais il y a des investisseurs qui ont du mal qui débutent et qui ont du mal à faire la part des choses sur ces choses-là. Mais à la fois, je me mets à leur place et je peux le comprendre parce que il y a aussi un petit peu cette dynamique et je m'en suis rendu compte avec certains investisseurs, le fait de faire mieux ou plus beau, ils pensent que les locataires vont se dire, OK, je vais y faire attention, je vais payer mon loyer en temps et en heure. Et ils disent mm, qu'ils vont avoir ils vont maximiser en fait ces points-là qui peuvent être des freins parce que voilà, les impayés, c'est pareil, c'est un des gros freins aussi d'investissement et des grosses croyances. mm. Et ils se rendent compte au final qu'en fait, ça change rien du tout. Il n'y a aucune évolution. Un locataire qui est bien sélectionné, il va autant prendre soin d'un investissement où la rénovation a été faite de façon standard qu'à une rénovation qui a été faite de façon haut de gamme, tu vois. Moi, dans ma dynamique, je veux dire, je vais tenir le logement de la même manière, tu vois. Et Ouais, c'est c'est ça. 99% des locataires qui vont agir de cette façon-là. Alors, il y en a certains qui ne feront pas attention, ils s'en ficheront complètement. Et ça arrive aussi. Mais c'est pas la qualité du logement qui va vraiment maximiser drastiquement le fait que à la fin du bail, le logement sera nickel, quoi, tu vois. Mm. Et c'est pareil, c'est pas parce que tu as un logement haut de gamme que tu vas avoir absolument ton loyer qui va être payé tout le temps. Je veux dire, cette donnée-là ne rentre pas forcément en ligne de compte. Et ils ont du mal à le comprendre, c'est vrai. Tout à fait d'accord avec toi, ouais. Mais complètement. Mais c'est vrai que quand tu regardes, les personnes aussi ont peur de ces impayés, comme tu le disais, et quand on regarde les proportions, elle est excessivement faible, mais les gens vont Mm. parler principalement de ça. Et alors que 1%, ou il va y avoir peut-être 1 ou 2% d'impayés, mais les gens vont ne retenir que oui, mais ils vont pas payer. C'est sûr, c'est pas de bol quand tu tombes sur les 1 ou Ah 2%, oui, oui, non, mais c'est vrai. Je suis mais il y a d'accord. 98-99% de personnes qui vont payer au quotidien. Mais c'est vrai, mais après, j'ai l'impression que c'est très, je vais pas dire c'est très français, je vais pas dire que je suis dans une mentalité différente, mais ça reste quand même le cas, tu vois, de maximiser un petit peu sur le côté négatif de l'investissement. Comme voilà, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on vit autour de nous, et je pense que tu dois le vivre aussi un petit peu de ton côté. Mais quand voilà, on va commencer à avoir une dynamique d'entreprendre, de vouloir investir, on va toujours aller mettre le point sur voilà, la fiscalité. Ouais, tu veux faire les travaux, putain, les travaux, les artisans, c'est des escrocs, les locataires, ils paient pas, mais c'est comme tu dis, c'est des parties infimes, tu vois. Et Mhm. il y a des processus de sélection d'artisans, il y a des processus de sélection de locataires. Alors oui, parfois, tu as ce petit pourcentage, même si tu as bien fait les choses, ça peut arriver. Je ne dis pas, ça peut arriver. Dire le contraire, ça serait mentir. Mais tu maximises quand même grandement tes chances d'avoir quelqu'un de bien quand tu as un processus bien établi, quand tu es accompagné par voilà, dans ton cas, une bonne agence, tu vois, un bon commercial qui va pouvoir te donner un bon bien, un bon prix, qui va pouvoir aussi
prêcher aussi pour toi aussi quand tu vas vouloir acheter. Toutes ces choses-là faut que tu sois quand même entouré, que tu aies des processus de mise en place, des process, pardon, et c'est important, tu vois, tout ça. Et c'est vrai que les gens ont toujours un petit peu cette tendance à rabâcher les côtés très négatifs, mais alors qu'ils sont infimes quand tu prends du recul, tu vois. Bah, ça protège aussi les gens. Ils disent, vu Ouais, qu'on mais pense c'est ça. négatif, hop, je C'est me ça, exactement. C'est se trouver aussi une bonne raison de ne pas le faire, quoi. C'est ça. Bon, après, c'est propre à chacun, hein, ça c'est sûr. Et puis, c'est pas Exactement. évident de se lancer la première fois, hein. C'est le fait de se dire, est-ce que j'y vais, je mets le pied devant Ouais. ou pas? Et quand on veut pas trop ou inconsciemment on se le dit, bah, on va mettre tous les freins devant et comme ça, bah, ça évite d'aller vers l'avant. Non, mais c'est ça. En fait, c'est comme si on voulait s'auto-persuader qu'en fait, il fallait pas le faire, tu vois. C'est ça. Mais comme tu dis, moi, je suis dans cette même dynamique où je comprends absolument pourquoi c'est Complètement. compliqué de se lancer. Et après, voilà, on avance aussi avec nos bagages passés. Et on se dit peut-être que non, c'est pas fait pour moi. J'ai pas les ressources pour. Ou voilà. Après, on est aussi martelé par tout un tas de croyances qui font aussi qu'on reste un petit peu dans cet état où on dit ouais, non, je vais rester dans ma zone de confort, tu vois, la zone du connu, et je vais Mm. avancer comme ça. Et après, on a tout l'environnement pensant nous protéger et qui dit non, n'y va pas, c'est quand même risqué, tu vois. Mais c'est Ouais. justement, c'est ce qui fait aussi que la richesse de l'investissement immobilier, c'est que tu peux créer quelque chose de beau autant pour ta retraite dans le futur que même pour même au niveau transmission d'ailleurs pour tes enfants, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et quand tu es accompagné par les bons acteurs, c'est vrai que je pense que c'est un véhicule d'enrichissement plus ou moins rapide en fonction des stratégies d'investissement qui est quand même intéressant. Et en plus que on en parlait ensemble, je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, le fait de rencontrer énormément de monde aussi. On rencontre tellement de monde, autant des investisseurs, des agents immobiliers, moi les artisans, c'est pareil. Moi, c'est devenu mes amis, tu vois, les artisans, je m'entends super bien avec eux et c'est des mecs qui sont superbes, tu vois. Et voilà, la richesse aussi des rencontres on s'en fait. Il y a quand même énormément de plus-value, mais il y a aussi des parts d'inconvénients et ce n'est pas fait forcément pour tout le monde. Et je pense aussi, comme tu dis, chacun a son propre, comment dire, son quotidien aussi qui fait, voilà, est-ce qu'ils sont adaptés pour investir ou non? Et il n'y a pas à juger, hein. Chacun voudra, vraiment, quand ils auront ce désir ardent de vouloir investir, ils vont dire, allez, j'y vais, et ben ils iront. Et ceux qui n'iront pas, ils seront très heureux comme ça, ils resteront comme ça, il y a aucun souci, hein. Je dis pas absolument que tout le monde doit investir dans l'immobilier, tu vois. Les mecs qui ne le feront jamais, ils en seront très bien, tu vois. Et heureusement que tout le monde n'investit pas dans Ah l'immobilier, oui, hein, non, mais c'est sûr. je viens de te C'est dire. sûr. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il serait Ok. plus complexe, hein. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Bah écoute, pas forcément. Là, on a abordé pas mal de sujets. Euh, Après, c'est vrai que je me suis dit que je réfléchissais tout à l'heure un petit peu quelques petits tips que je pouvais partager sur les travaux. Voilà. Euh, Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui investirait pour la première fois? Bah, sur la partie travaux, alors ça va être très théorique ce que je vais dire, mais en fait, il faut comprendre vraiment le sens derrière. Dans la partie pas la partie budgétisation, mais la partie travaux, et on va dire qu'il y a 4 à 5 étapes phares, on va dire, pour bien gérer son processus sa gestion, on va dire, de travaux. Euh, et ce que j'ai vu, de toute façon, c'est 99% des investisseurs qui le font quand ils investissent avec des biens à travaux, c'est qu'ils ont tendance à prendre en fait les étapes l'une après l'autre indépendamment, tu vois. Mais en fait, il faut le voir vraiment comme un processus global où la partie budgétisation va de pair avec la partie artisan, l'artisan va de pair avec la partie suivi de chantier, et la partie suivi de chantier va de pair avec la partie réception de chantier, tu vois. Euh, Si on arrive à prendre du recul sur l'ensemble des étapes, on se rend compte que si on budgétise bien, c'est très bien, mais si on prend le mauvais artisan, derrière le suivi de chantier va être catastrophique, tu vois. Et la réception de chantier peut être hyper litigieuse. Donc là où on aurait fait une bonne affaire avec un projet qui était acheté en dessous du prix du marché, très bien, plus-value latente avant achat. On fait des travaux, on a bien affiné. Hop, pareil, une bonne plus-value à la revente potentielle qui est intéressante. On reste bénéficiaire, on commence à dégager du cash flow, imaginons, dans le meilleur des cas. Par contre, on fait un mauvais choix d'artisan, tu vois. On n'a pas maximisé sur ça. Mauvais choix d'artisan. On perd, par exemple, je te donne les cas extrêmes, on perd une partie d'un acompte parce que l'artisan finalement est en liquidation. Je sais pas, on perd 30% de 100 000 euros, tu vois. C'est vraiment dans le cas extrême.
bah, on enlève 30 000 euros de budget. Donc, on va devoir faire moins de travaux ou on va commencer à rentrer en procédure. Et là, on rentre sur des trucs qui sont plus compliqués. On doit retrouver un artisan, mais l'artisan, il faut faire en sorte de baisser parce qu'il nous manque 30 000 euros, tu vois. Et donc, forcément, on ne travaille plus avec 100 000 euros où c'était confortable, mais 70 000 euros. Donc, l'entente avec l'artisan, déjà, le nouveau artisan, même s'il est bien sélectionné, ça va être compliqué parce qu'on va lui faire tirer ses prix. Et donc là, ça devient un peu complexe. Donc, le suivi de chantier, on va le subir. L'artisan ne sera pas toujours là. Tu vois, c'est vraiment, on dégringole, c'est un escalier. Et en fait, c'est un cercle vicieux, le truc, tu vois. C'est pour ça que je dis à chaque fois de prendre l'ensemble des étapes et de se rendre compte que on a bien budgétisé. OK, donc ça, c'est OK, c'est acté. Là, on passe sur l'artisan et on maximise aussi de bien sélectionner son artisan. Dès qu'on a bien sélectionné son artisan, on a fait son cahier des charges, on a bien prévu les dates de début de chantier, on s'est organisé. Là, on fait la réunion de début de chantier, on coordonne tout le monde et là, le suivi de chantier commence. Et en fait, vraiment, toutes ces étapes mises bout à bout font que le projet se passe bien. Mais j'ai beaucoup d'investisseurs qui les prennent en fait l'une après l'autre et se dire, OK, bon, j'ai budgétisé, bon, ça, c'est 50% de mon projet, OK. Mais l'artisan, OK, je prends le premier artisan que je vais trouver et je vérifie pas trop, tu vois, je fais un peu de zèle sur les documents que je dois récupérer et je tombe sur un mauvais artisan, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ça reste primordial, ça reste très théorique ce que je dis, mais faut comprendre le sens derrière où vraiment c'est un package complet qu'il faut prendre. Alors après, oui, il y a quand même, on va prendre étape par étape, mais faut prendre plus loin aussi, de se dire, OK, là, j'ai bien budgétisé, j'ai mon artisan. Derrière, OK, comment je gère la partie suivie? Il faut absolument que je maximise aussi toutes les étapes de cette partie-là, tu vois, pour que ça se passe bien. Parce que le projet, il commence de la budgétisation, même de la recherche du bien, jusqu'à la réception avec la remise des clés et l'entrée du locataire, tu vois. Donc, il se passe 4 à 6 mois où il faut être quand même hyper attentif et maximiser sur ça. Non, mais tu as raison, parce qu'après, de toute manière, il faut penser globalité, puisque comme tu l'as évoqué, c'est beaucoup d'argent quand tu fais une rénovation globale, même si c'est pour un petit bien qui fait 50 mètres carrés, tu en as pour 50 000 euros de travaux approximativement et tu dois tout refaire, bah, c'est pas une bagatelle. Et puis, plus tu vas avoir une précision sur chaque étape, même si c'est un process global, eh bien, moins tu auras cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et tu diras, bah, chaque étape va pouvoir se dérouler et dans de bonnes conditions et sans stress, ou en tout cas moins de stress. Et l'avantage, c'est que tu te dis, bah, tu vas arriver avec une somme qui va correspondre à plus ou moins ces 5-10% d'écart qui pourrait arriver. Et là, tu dis, OK, j'ai bien géré mon projet, celui-ci a été bien pris en charge du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, il y a la continuité puisqu'il y aura sûrement une location derrière, mais c'est quand même un point non négligeable et il faut toujours être très vigilant sur chaque étape pour éviter de tomber de haut quand il arrive ce que tu as expliqué au préalable. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Et c'est peut-être là vraiment, si je devais en garder un, ce serait ce conseil parce que derrière, je te dis, ça peut influer des étapes et ça dégringole et c'est le cercle vicieux. Et en fait, voilà, on arrive sur quelque chose qui était à la base, qui a bien démarré, qui se termine très mal et après, ça peut, voilà, autant comment dire, des pertes financières, mais aussi, comment dire, psychologiques parce que derrière, voilà, tu vas devoir te relever aussi de ça et de réinvestir derrière, je pense que c'est compliqué, tu vois. En Dur général, l'expérience. ouais, Dur. Pas non, toujours non. facile. Bon, bah super. En tout cas, je crois que ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. On a beaucoup échangé. Alors, on est resté un peu en surface malgré tout parce que en 1 heure, on a le temps d'échanger pas mal de choses, mais ça reste relativement superficiel car, comme tu as pu déjà expliquer un petit peu, il y a énormément de choses dans chaque partie et pour ça, faudrait beaucoup plus de temps. Mais je pense qu'on aura le temps de pouvoir Ouais, échanger un peu plus tard avec sur plaisir, ouais. ça. Mais c'est vrai que voilà, en 1 heure, on va pouvoir peut-être permettre à certaines personnes de pouvoir se donner des idées, se dire OK, il faut que je pense à ça, à ça, à ça, et ça peut peut-être leur donner des idées pour aller plus de l'avant et peut-être investir, qui sait, d'ici peu de Ah temps. oui, non, mais c'est le souhait, hein, c'est ce que j'ai aussi de pouvoir
véhiculer un petit peu la passion même que tu as aussi et comment dire, la transmettre mutuellement. Parce que voilà, c'est un bon vecteur d'enrichissement. C'est aussi une belle aventure même parce que tu rencontres énormément de monde. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain. Mais le parcours est passionnant. Le parcours est passionnant. Ça vaut le coup d'être vécu quand voilà, on a le souhait de le faire, quoi. Parce que voilà, comme on le dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas adapté à investir, tout le monde n'est pas aussi prêt à investir. Et derrière, voilà, le but, c'est de se sentir à l'aise et de à un moment passer à l'action et se faire accompagner ou non, quoi qu'il arrive, ça restera une belle aventure avec voilà, plus ou moins de temps en fonction de ce qu'on recherche à faire. Mais voilà, c'est intéressant. Mais c'est ça. Je pense que des fois, l'accompagnement, la formation pour des projets comme ça est considéré pour ma part comme un investissement parce que c'est enrichissant. Aussi bien l'expérience que tu vas pouvoir apporter dans la formation et dans l'accompagnement de manière générale. Et peut-être que ce sera que sur un bien que la personne aura besoin de toi. Et c'est ce qui pourra lui permettre derrière d'y aller plus facilement tout seul. Et sans toi, elle ne l'aurait peut-être pas fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment un plus. Non, mais c'est ça exactement. Et tant que j'y pense, Brice, parce que je suis en train de me faire la réflexion, ça pourrait être sympa. Alors, je le partage assez régulièrement, mais j'ai un tableur que tu pourrais partager éventuellement ta communauté aussi, ou même avec toi aussi en perso, ça peut être intéressant, même pour les investissements perso. J'ai créé en fait un tableur d'estimation de travaux assez précis et qui se corrèle un petit peu à la partie bancaire avec les mensualités, les rentabilités, etc. Si tu veux, je te le partage. Je pourrais te le partager en off ou tu peux le mettre dans la description, peu importe. Ils peuvent juste créer une copie. En fait, c'est un document Google Sheet. Et je pourrais te le partager éventuellement parce que je me suis fait la réflexion. Ça peut être intéressant aussi. Bon, alors, que les gens s'en servent ou non, mais c'est intéressant aussi de voir tout ce qu'on doit payer et de calculer une rentabilité. Ça peut être intéressant aussi de se rendre compte pour ceux qui veulent démarrer. Ça peut être un premier outil qui peut être intéressant. Ah, c'est chouette. Eh ben, super. Bah, c'est avec grand plaisir de pouvoir le transmettre. Et puis, ça permettra à certains aussi de se dire, bah voilà, j'avais calculé ça, mais il manquait ça, 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 Ouais, ça. voilà, c'est ça. Et donc là, la Exactement. rentabilité, moi, Ah oui, j'avais oublié ça, mais il y a ça aussi à payer. Bah oui, il y a ça aussi à payer. Bah oui, non, il y a beaucoup de choses à payer des fois. ça fait beaucoup, c'est sûr. Ouais. Donc, non, non, bon, en tout cas, super. Merci beaucoup, Théo. Et puis, bah, bien sûr, au plaisir de pouvoir échanger ensemble et peut-être refaire un petit podcast comme ça où on va pouvoir échanger, aller chercher peut-être plus loin avec d'autres Ouais, questions. avec grand plaisir. Et on fait ça peut-être prochainement. Ouais, je te remercie en tout cas, Brice, pour ton temps et puis au Et plaisir. Je pense qu'on aura l'occasion de rééchanger ensemble. complètement, avec grand plaisir. Je te souhaite de passer une excellente journée. À très vite. À toi aussi, à bientôt. Salut, Brice. Ciao.